1er septembre, nous sommes en période électorale, ce qui nous impose à nous un certain nombre d'obligations. Par exemple, je ne pourrais pas commencer ce conseil de quartier en vous disant, en faisant la longue liste de tout ce qu'on a fait de bien dans ce quartier. Mais non, je n'ai pas le droit de le faire, donc je ne le ferai pas. Ça serait considéré comme la propagande électorale, et donc c'est normal. Le conseil de quartier devra servir à la municipalité de vanter les mérites supposés de sa politique. C'est pour ça que, même en ce qui concerne les présentations qui vont vous être faites, elles ne peuvent pas être faites par des élus. Si c'est fait par des élus, on dira, oh, c'est l'élu qui présente ça avec un prisme un peu déformant, un peu politique, mais non, pour respecter vraiment l'esprit et la lettre de ce qu'a voulu le législateur. Écoutez, même les présentations seront présentées par des membres de l'administration municipale, que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté de prendre cette responsabilité. Alors, vous le savez, vous ne le savez pas, mais vous avez, il y a 2 thèmes qui vont être abordés au cours de cette soirée, notamment le thème de l'énergie. On a considéré que c'est un thème important sur lequel on souhaite vraiment que la municipalité puisse échanger avec vous au thème de l'énergie. Souvent, on considère ce sujet comme étant un sujet technique. Bon, il est un peu, mais pas que. C'est un sujet qui concerne le monde. Nous, en tant que collectivité, on est très concernés par l'augmentation des factures, le coût de l'énergie, etc. Donc, on est des consommateurs d'énergie aussi. Et vous, en tant qu'habitants, c'est aussi que vous êtes particulièrement concernés par ce phénomène qui devient de plus en plus préoccupant. Donc, c'est pour ça que nous avons souhaité échanger avec vous sur cette thématique-là. Je crois que la crise énergétique récente a rappelé notre vulnérabilité par rapport à la crise énergétique. On voit que les prix flambent, les tensions géopolitiques qui ont des répercussions, enfin une baisse, et nos marges financières, aux uns aux autres, naturellement, doivent s'adapter à ce contexte préoccupant, et cela nous amène souvent à devoir repenser notre manière de produire, de consommer de l'énergie, mais aussi peut-être une contrainte pour renforcer notre autonomie. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis plusieurs années, nous avons engagé un travail de fond pour réduire la consommation, améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments et produire davantage d'énergie renouvelable. Et tout cela, nous le faisons non seulement pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons économiques, en pensant que ce qui est bon pour la planète est souvent bon pour le portefeuille aussi. Et là, ce sont des exemples qui illustrent parfaitement ce double bénéfice. Alors, les services de la mairie vont vous présenter dans quelques instants des actions très concrètes dans votre quartier qui obéissent à ces obligations énergétiques, c'est-à-dire des rénovations d'écoles, de gymnases, des raccordements au réseau de chaleur renouvelable, des panneaux photovoltaïques sur les équipements municipaux. Donc, tout ça va vous être présenté pour vous montrer que tous ces projets répondent à une même logique, à savoir un triptyque, la sobriété, moins consommer. Deuxièmement, l'efficacité, faire en sorte moins gaspiller. Et enfin, le recours aux énergies renouvelables. Vous savez que vis-à-vis de l'énergie, pour ça que c'est bien qu'on échange là-dessus, nous avons une responsabilité collective. On est dans une période importante dans notre histoire. On est 10 ans après la COP21, il y a 10 ans à Paris, qui a laissé beaucoup d'espoir en disant on va revoir notre pays, on va s'adapter au contexte climatique, on va faire des économies d'énergie. Je pense que c'est important, on va moins émettre de gaz à effet de serre. Je pense que c'est important qu'on puisse faire le point ensemble à un niveau ce qu'on appelle local, voir si les choses se sont améliorées, parce que si les grandes décisions se prennent à l'échelon national, c'est souvent dans les communes qu'elles peuvent se traduire en actes par des comportements individuels comme les vôtres, mais aussi par l'action municipale. Je pense que tous ici, nous avons des responsabilités particulières par rapport à la crise énergétique, par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre et par rapport à nos obligations pour préserver le plus possible notre planète qui est si malmenée. Donc voilà les quelques mots introductifs que je voulais partager avec vous. Je vais laisser la parole à Laurent Guillemin pour un petit point sur la vie de quartier. Ensuite, je passerai la parole à Tiffaine Arnaud, qui est là, que j'ai vu. Voilà, à Tiffaine Arnaud, qui est notre adjointe en charge notamment de la démocratie participative. Donc, elle va vous parler du cycle de rencontres organisées sur le quartier, après le choix de reprendre à zéro un projet dont je pense que vous avez envie de parler,
c'est le projet de réaménagement de la place de Saint-Augustin. Je pense que c'est un sujet que vous souhaiterez aborder et vous expliquer les modalités de démocratie participative qu'on a souhaité mettre en place pour vous associer le plus possible, le plus directement possible à ce futur réaménagement. Et puis après, ça sera le tour de nos services de vous présenter les sujets qui ont été retenus pour ce conseil de quartier. Voilà les quelques mots introductifs. J'espère pas été trop long, Laurent, pour lancer ce conseil de quartier. Et je te donne tout de suite la parole. Merci beaucoup, merci monsieur le maire. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis content parce que je vois des têtes connues, je suis content parce que je vois aussi des têtes nouvelles. Les têtes connues, ça veut dire que vous y revenez, donc ça me fait plaisir. Les têtes nouvelles, ça veut dire que vous venez découvrir, vous êtes curieux. Et je vous en remercie beaucoup et merci aux élus qui sont présents ce soir. J'ai vu monsieur Azoir, j'ai vu madame Ardouin, j'ai vu monsieur Cazot, j'espère ne pas en oublier. Si je le fais, toutes mes excuses, chers collègues. Et puis, j'aimerais vous dire que, en tant qu'élu de quartier, j'ai fait volontairement le choix de ne pas avoir de permanence. Alors ça, c'est un choix, ce qui veut dire que je suis à votre disposition, je le fais rapide, c'est un petit mot introductif. Sentez-vous extrêmement à l'aise de solliciter la mairie de quartier pour que je puisse vous recevoir, je le ferai avec beaucoup de plaisir, à la mairie de quartier, chez vous, ou dans un lieu de la collectivité. Je le ferai, vous le savez, avec plaisir. N'hésitez pas à nous relancer, je sais, alors c'est pas très vendeur quand on fait ce genre de choses, on a évidemment beaucoup de sollicitations. Quand vous nous relancez, ça nous permet de remettre le sujet au-dessus de la table. Et j'aimerais, évidemment, je ne fais pas ce travail tout seul. C'était la principale raison de ma prise de parole. J'ai une équipe que je remercie beaucoup. Bon, j'ai énormément de chance puisqu'on a un secrétaire général, M. Guillaume Martin qui est là, j'ai mon assistante, Madame Auger, M. Compagnot, j'ai monsieur Rosan qui est là aussi, il y a Daniel, il y a toutes les personnes de la mairie de quartier. Et puis, on a une nouvelle arrivée, Elisabeth, qui est notre chargée d'animation territoriale. Elle est là, elle lève la main. Juste si vous avez la gentillesse de lui souhaiter la bienvenue, elle est là. Merci beaucoup d'avoir rejoint l'équipe de la mairie de quartier. J'aimerais remercier très rapidement les différents acteurs du territoire, les associations de commerçants, les associations de quartier, les maisons de quartier, les commerçants, les habitants d'une façon générale, vous toutes et vous, chacun, bon conseil de quartier, il y a différentes thématiques qui ont été abordées par monsieur le maire de Bordeaux. À vous de jouer. Excellent conseil de quartier, merci beaucoup. Donc moi je suis Tiffaine Ardouin, je suis adjointe au maire en charge de la démocratie permanente. La démocratie permanente, c'est l'articulation entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Et c'est vrai que dans votre quartier, on mène une concertation que je veux juste vous présenter parce qu'elle arrive sur une phase terminale et donc c'est intéressant que vous puissiez voir un petit peu le déroulé sur lequel on a travaillé. Donc l'idée c'était de travailler à l'échelle d'un quartier vécu, de travailler justement avec vous sur la définition un petit peu de ce quartier vécu. Donc il y a eu des rencontres avec des commerçants, avec des étudiants, il y a eu des rencontres avec des parents d'élèves. Il y a eu des rencontres avec des élèves, des personnes âgées, des responsables aussi de la santé. Donc il y a eu un ensemble de temps de rencontres qui ont été réalisés et qui permettent finalement de commencer à dessiner un petit peu avec les personnes qui ont participé à quoi ressemble ou quels seraient les besoins à l'échelle de ce quartier vécu. Il y a eu une dernière rencontre avec l'intégralité de ces personnes qui ont été déjà associées à ce premier cycle de rencontres le 4 décembre, dans lequel justement on va permettre à tout le monde de partager leurs réflexions, leurs besoins, de voir aussi des éléments qui pourraient être divergents entre par exemple des personnes âgées et puis des très jeunes qui voudraient faire beaucoup de bruit et d'autres justement des personnes âgées qui veulent vivre dans la tranquillité ou des parents par exemple de très petits enfants qui disent aussi avoir besoin pour que leurs enfants puissent vivre en liberté, entre guillemets, d'être dans des espaces sécurisés. Donc le 4 décembre, un temps de travail collectif et un retour vers vous début janvier pour partager avec vous tout le travail qui aura été mené et puis justement pour avoir votre avis sur ce qui aura pu être fait dans le cadre de ces cycles de rencontres pour envisager le quartier vécu, c'est-à-dire au-delà de la question de la place. Mais d'ailleurs, ça avait été une demande quand on avait travaillé sur la place, d'essayer d'élargir. Et donc, ce cycle de rencontres a eu cet objectif. Et donc, on vous tiendra informé. Et c'est pour ça aussi que c'est important que vous laissiez vos
vos adresses mail, parce qu'on vous tiendra informé sur la date de la rencontre de synthèse qui sera faite début janvier. Merci beaucoup et bon conseil de quartier. Excusez-moi, j'ai des petits bugs sur le passage des slides qui ne veulent pas. Donc, je suis Marie Cassio, je travaille à la mission démocratie permanente et ce soir avec ma collègue Elora, on sera les animatrices référentes pour ce conseil de quartier. Donc peut-être que je te laisse la parole Elora. Bonsoir à toutes et à tous. Donc là c'est l'ordre du jour de ce conseil de quartier. On vous a déjà un petit peu parlé, donc je vais aller vite. L'introduction, on est du coup dans l'introduction du conseil de quartier et avec Emma du coup on est sur la fin de l'introduction. Ensuite il y aura la présentation donc, du sujet qui s'appelle Sujet commun puisqu'il est présenté à tous les conseils de quartier. Il y a 8 conseils de quartier sur la ville de Bordeaux et du coup c'est le sujet de la politique énergétique et le maire vous en a déjà un petit peu parlé. Il y aura 15 minutes de présentation du coup par nos collègues de la métropole et ensuite il y aura un temps d'échange d'une trentaine de minutes. Et il y a un deuxième sujet à l'ordre du jour qui est le sujet qui a été donc, choisi par les habitants du quartier qui est celui de la vie associative, de même une quinzaine de minutes de présentation et ensuite un temps d'échange d'une trentaine de minutes, un petit temps de conclusion et puis ensuite on vous invitera à partager un moment de convivialité avec le classique pot qu'il y a à la fin des conseils de quartier. On prévoit de finir vers 20h30. Oui, c'est ça à peu près. Alors, comme d'habitude, on propose d'abord de faire on a des petites questions pour vous. Alors, est-ce que... Donc, décidément, ce soir, c'est... Alors, est-ce que parmi vous, il y a plutôt des personnes qui sont du côté de Saint-Augustin, d'ici, proche de la place? Est-ce que si vous voulez lever la main, ça nous donne un petit aperçu aussi d'où vous venez? Ok, bon, ça fait quelques personnes quand même. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent d'un peu plus loin du Tozin, peut-être? Quand même, vous êtes représentés ce soir. Et des personnes qui viennent plutôt de Sainte-Eulalie, Alphonse Dupeux, de ce coin-là, du quartier. Ok, vous êtes pareil, comme le Tozin, un petit peu moins nombreux. Et j'ai oublié Gavignès, pardon, peut-être une personne. Ok, 2 personnes. Bien, écoutez, merci beaucoup et je passe la parole à ma collègue Elora. Donc une traditionnelle question aussi brise-glace qui nous permet de savoir si aussi des nouvelles personnes qui participent au conseil de quartier. Est-ce que du coup il y a des personnes ici qui participent pour la première fois? Encore une fois, si vous voulez bien lever la main, je dirais bien un tiers de nouveaux et nouvelles, bienvenue. Et qui participe de manière plus régulière? Si vous voulez bien aussi lever la main, monsieur le maire du quartier, oui bien sûr. Et donc effectivement, vous faites la moitié. Merci beaucoup. Et donc pour la suite, oui tout à fait, pour la suite, alors si ça veut bien, de la même manière, pour la suite, donc quand vous êtes assis sur les chaises, vous avez peut-être remarqué 2 petites fiches, donc une première qui est un questionnaire d'évaluation simplement pour recueillir votre avis sur cette soirée, sur les éléments qui vous sont présentés. Et également un petit je pose ma question si vous avez des questions à poser à votre mairie de quartier, même si elle est aussi disponible pour vous. Voilà, n'hésitez pas à les solliciter en direct également, mais le format papier existe aussi. Voilà. Pour finir sur ce temps introductif, donc quelques règles pour nos échanges qu'on présente à chaque fois en début de conseil de nos quartiers, de réunion publique, pour permettre à toutes et tous de s'exprimer dans de bonnes conditions. Donc ces règles, c'est s'écouter et ne pas se couper la parole, de faire des interventions courtes pour permettre à toutes et tous de s'exprimer. Nous, du coup, avec Emma, en tant qu'animatrice, on essaie de prioriser aussi la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas pris. Quand 2 personnes lèvent la main et qu'une personne s'est déjà exprimée, on essaie également d'alterner les prises de parole hommes-femmes et on propose aussi d'utiliser le micro pour intervenir. Donc ça, c'est nos collègues aussi de la mairie de quartier qui vous apporteront le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Et le conseil de quartier est aussi filmé, un compte-rendu est réalisé, donc ça permet de bien entendre aussi les différentes prises de parole. Donc ce compte-rendu est envoyé et mis en ligne aussi sur notre site participation.bordeaux.fr. C'est un petit changement puisque vous les retrouviez avant sur le site bordeaux.fr et voilà, maintenant ils sont sur le site participation. Voilà. Alors, pour la suite, effectivement, j'invite donc M. Aburto et Mme Carré. Si vous souhaitez vous installer par ici, vous avez un micro également. Voilà, à prendre la parole sur le premier sujet, les énergies. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc Samuel, effectivement, je travaille à Bordeaux Métropole. Et donc ce soir, on va vous présenter un petit temps sur la question de la politique énergétique à l'échelle de la ville de Bordeaux et plus largement sur certains sujets qui sont portés aussi directement par Bordeaux Métropole. Donc finalement, déjà, quelques définitions sur de quoi on parle quand on parle finalement politique énergétique.
et notamment politique énergétique au niveau municipal, au niveau des bâtiments municipaux. On va s'attarder finalement sur 3 termes. Le premier, c'est la question de la sobriété, c'est-à-dire finalement l'énergie que l'on ne consomme pas. C'est pas Versailles ici, donc j'éteins ma lumière, je coupe le robinet, et ainsi de suite, qui permet finalement, de facto, par sa propre action, de venir diminuer sa consommation énergétique au quotidien. Et finalement, il en est de même dans les bâtiments municipaux, par l'usage à la fois des administrés, imaginons un club sportif dans un gymnase, que les fonctionnaires dans leurs locaux. L'efficacité, ça va être toutes les questions de performance énergétique. Donc c'est comment améliorer le bâti de manière à ce qu'il consomme le moins possible d'énergie. Donc là, ça va passer par l'isolation des bâtiments, par les systèmes de ventilation avec des systèmes de VMC, etc. L'idée étant d'améliorer finalement l'outil bâtimentaire pour qu'il consomme le moins possible avec des solutions, on va dire, d'ordre technique. Et enfin, le troisième point, c'est la question des énergies renouvelables, c'est-à-dire de produire son énergie à l'échelle du bâtiment. Et là, on va nommer 2 sujets, qui est la question de la photovoltaïsation, sur laquelle on va revenir dans un second temps, qui est un des moyens de venir produire directement l'énergie pour le bâtiment ou les bâtiments alentours, ou le réseau de chaleur urbain, dont on parlera là aussi tout à l'heure avec ma collègue. Alors, on peut reprendre la main si vous le souhaitez sur cette première question. Merci beaucoup. Sur cette première question qui s'adresse à vous, donc je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer sur quelles sont les différentes énergies renouvelables, voilà, qu'est-ce qu'on appelle énergie renouvelable. Si parmi vous, une personne souhaite, voilà, ne serait-ce que formuler une réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça peut être un seul élément. Et on peut vous passer le micro si vous souhaitez y répondre. Oui. Bonjour. Je vais un petit peu dériver, mais moi je suis tout à fait pour la sobriété, comme vous, effectivement. Ne pas consommer, c'est effectivement ne pas consommer. Mais j'ai une question à monsieur le maire, s'il est là. On aura un temps d'échange juste à la fin de la présentation, si vous le souhaitez, ça dure 15 minutes. Et donc vous pourrez tout à fait poser votre question par la suite, si ça ne vous dérange pas de le faire à ce moment-là, de garder votre question. On reviendra vers vous au tout début du temps d'échange. Merci beaucoup. Alors si personne ne souhaite se lancer sur cette première question, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On peut enchaîner, c'est pas grave. Pour revenir sur quelles sont les différentes énergies renouvelables. Vous allez avoir l'énergie solaire, vous allez avoir l'énergie qui va être liée au vent, vous allez effectivement... Oui, c'est l'énergie, on va dire, naturelle, entre guillemets, qui est de ressources naturelles. Donc vous avez de la biomasse, vous allez avoir le solaire, vous allez avoir le vent, vous pouvez imaginer les marées motrices, etc. Effectivement, là, notamment sur ce qui est éolien et marées motrices, ça ne concerne pas votre territoire, mais on va dire là, c'est pour la culture générale des énergies renouvelables. Si on revient sur la question de la politique énergétique et donc finalement de la stratégie énergétique pour faire en sorte que les bâtiments municipaux viennent à consommer le moins d'énergie possible, c'est une politique sur laquelle techniquement on investit 5,8 millions d'euros par an pour permettre plusieurs choses, finalement améliorer l'isolation de ces bâtiments, travailler justement sur la performance énergétique et l'efficacité telle que j'évoquais tout à l'heure précédemment dans le premier slide, et la question de la production énergétique de ces bâtiments, notamment au travers des questions du photovoltaïque. Qu'est-ce que cela permet? Notamment, cet investissement-là, il va permettre des économies d'énergie de fluide à environ 1,2 million d'euros par an, donc à comparer avec le montant investi initialement, sans parler effectivement de toute la finalement, politique de ruissellement économique que ça engendre, parce que derrière ces politiques de rénovation énergétique, on va faire travailler aussi des entreprises du bâtiment, des artisans, etc. Et donc finalement, c'est au-delà d'être une politique de question énergétique, c'est aussi un moyen économique de venir alimenter une filière et de faire vivre aussi un territoire d'un point de vue économique. Cette politique-là, aujourd'hui, elle permet d'avoir, on va dire, une autonomie énergétique sur les bâtiments municipaux qui est estimée à ce jour à 29%, c'est-à-dire que ce qui est produit aujourd'hui sur les bâtiments énergétiques correspond à peu près le tiers de la consommation énergétique des bâtiments municipaux. Celle-ci est un choix multiple. Donc la question, c'est d'après vous,
quel est le mix énergétique des consommations des bâtiments municipaux, donc du quartier, de votre quartier, Saint-Augustin, Tozan, La Fosse-du-Peu, en 2024. Le mix énergétique, c'est la répartition des différentes sources d'énergie dans la consommation du quartier. C'est bien ça. Et donc il y a 3 propositions, je vais vous les lire, et puis après je vous demanderai de lever la main sur la proposition qui vous semble du coup la plus adaptée. Et après, bien sûr, vous aurez la réponse et les explications de la part de nos collègues. Donc la première proposition, c'est 41% d'électricité renouvelable, 45% de gaz et 14% de chaleur renouvelable. La deuxième, 41% d'électricité renouvelable, 59% gaz. Et la troisième, 60% électricité renouvelable et 40% gaz. Alors, sur la... Oui, dites-moi. Alors, oui, ça, du coup, je vais laisser mon collègue de la métropole, effectivement, vous apporter ces éléments. Oui, définir l'électricité renouvelable. L'électricité renouvelable et la chaleur renouvelable. Ça marche, je vous définis ça tout de suite pour que vous puissiez effectivement prononcer de manière éclairée. L'énergie renouvelable, ça va être justement toute l'énergie qui va être, qu'on va utiliser depuis une source de production renouvelable, c'est-à-dire finalement ce qui a été évoqué précédemment, qui pourrait être du solaire, qui pourrait être de l'éolien, qui pourrait être finalement ces ressources issues de la nature et non pas d'une production humaine, comme pour simplifier, pour utiliser les mêmes termes que monsieur précédemment. Et la chaleur renouvelable, c'est ce qu'on appelle la base des réseaux de chaleur urbains, sur laquelle ma collègue va revenir dans un second temps. Non, je disais, dans l'électricité qu'on voit sur le tableau, les bâtiments sont forcément chauffés en partie à l'électricité. Dans l'électricité, il y a forcément du nucléaire. Dans le tableau, ça n'apparaît pas du tout. Donc, ce qui est impossible. Ils vont revenir dessus après. Est-ce que vous voulez peut-être juste, du coup, vous positionner sur les 3 propositions et puis après, les collègues, du coup, vont venir détailler. Bon, si vous voulez, on passe de suite à... Oui, on passe de suite aux éléments de réponse. Alors effectivement, aujourd'hui, dans la politique d'achat d'énergie de la ville de Bordeaux, c'est 100% d'électricité verte. Donc 100% d'électricité verte, ça veut dire c'est soit une énergie verte qui est directement produite par les bâtiments municipaux, donc notamment au niveau des panneaux photovoltaïques, soit c'est directement racheté avec ce qu'on appelle des certificats d'énergie verte, qui permettent directement d'avoir une certification de la source de production de l'énergie que l'on achète. Et donc aujourd'hui, 100% de l'énergie qui est achetée par la ville de Bordeaux, c'est-à-dire 30% qui a été évoqué tout à l'heure, qui est directement produite par la ville, et 70% restants sont de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire que c'est de l'énergie que l'on va acheter, qui est produite sur des parcs de panneaux solaires de la région, sur des champs éoliens, sur des barrages hydroélectriques de la région Nouvelle-Aquitaine au niveau national. Donc aujourd'hui, c'est ça ce qu'on appelle cette énergie électrique renouvelable qui nous permet d'avoir ces certificats, on va dire, de qualité et qui démontrent que l'achat que l'on fait au niveau de la ville de Bordeaux sont de sources d'énergie verte au niveau de la ville de Bordeaux. On passe peut-être directement aux éléments de réponse parce que le temps de questions, excusez-moi, du coup, je vais aller à plein main levée. Le temps de questions aura lieu vraiment après la présentation complète de nos collègues qui dure encore une dizaine de minutes et vous pourrez poser vraiment du coup vos différentes questions. Donc, je vous propose du coup peut-être d'avancer directement sur la réponse. Est-ce que tu peux peut-être passer la slide? Donc aujourd'hui, le mix énergétique, donc, au niveau de votre quartier, vous êtes sur un mix énergie renouvelable et gaz naturel, parce qu'effectivement, vous n'avez pas de réseau de chaleur urbain qui arrive dans votre quartier. Quand vous regardez sur le diagramme qui est situé sur la droite, vous avez le mix énergétique qui existe sur la ville de Bordeaux, où s'introduit de surcroît la notion de réseau de chaleur urbain, qui, eux, sont installés et existent sur la ville de Bordeaux et existent d'une manière plus générale au niveau de la métropole bordelaise. Donc quand on parle toujours sur la question énergie et patrimoine immobilier de la ville de Bordeaux, si on revient à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la question d'efficacité et de sobriété, c'est d'ailleurs plusieurs actions qui sont menées par nos collègues au niveau de la direction des bâtiments. C'est des travaux de rénovation qui vont être faits au niveau de ces bâtiments. Il y a 3 exemples qui ont été évoqués. Un exemple au niveau du stade Chaban-Delmas, avec tout un travail qui a été mené sur le système de ventilation et de chauffage pour permettre une meilleure régulation thermique et donc une meilleure maîtrise de la consommation énergétique. C'est la question sur l'école Flornoy d'installation de robinets
hydroéconome, donc qui permet de diminuer la consommation en eau, notamment sur un public qui pourrait facilement laisser le robinet ouvert que des adultes, donc finalement qui permet là de travailler non pas sur la question énergie, mais la question fluide, et notamment la ressource en eau, qui est une ressource rare et précieuse, je le rappelle. Et au niveau donc, de l'ESCUR, les panneaux photovoltaïques qui ont été installés au-dessus de l'espace sportif, donc là aussi qui permettent à la fois de permettre une couverture de la zone de sport et donc de pouvoir faire du sport même quand il pleut, et d'avoir de surcroît une production d'énergie photovoltaïque permis sur le secteur. Alors, je vous propose qu'on passe cette question pour que voilà, on puisse enchaîner sur la présentation et que vous puissiez poser vos questions à la fin. Donc, mais je passe juste et puis je vous laisse poursuivre sur les réseaux de chaleur. Ouais, donc la question c'est, est-ce que vous savez ce que c'est un réseau de chaleur? Parce que c'est pas quelque chose de très connu. C'est en fait un système qu'on retrouve à l'échelle d'un îlot, d'un quartier ou d'une ville et qui permet, à partir d'une production d'énergie renouvelable, de transporter de l'eau chaude dans un tuyau, c'est ce que vous voyez symbolisé par le trait rouge. Ça va venir en pied de bâtiment, dans ce qu'on appelle une sous-station. Il va y avoir un échange de calories entre ce réseau et le réseau du bâtiment. Et l'eau va repartir froide à l'usine de production pour pouvoir fournir de l'énergie renouvelable en substitution du gaz. Donc qu'est-ce qu'on trouve comme énergie en source de production sur nos réseaux à la métropole? On a déjà les 2 incinérateurs de déchets de Senon et de Bègles qui alimentent 2 réseaux de chaleur. On a également des centrales biomasse à Mérignac, pas très loin d'ici, à côté du stade nautique, si vous voyez où c'est. Et on a également donc, plusieurs puits de géothermie. Donc, ce sont des puits qui sont à 1000 mètres de profondeur et à cette profondeur-là, l'eau est à 50 degrés. Donc c'est de la calorie gratuite. On remonte un petit peu la température par des pompes à chaleur et on envoie cette eau dans le réseau. Et il y a aussi toujours un appoint gaz, parce qu'il y a des moments où en fait la demande est trop élevée, et il faut lancer un petit peu de gaz en complément, ou alors on peut avoir besoin du gaz quand on a besoin de faire de la maintenance et qu'il faut couper les installations d'énergie renouvelable. Alors, pourquoi on fait des réseaux de chaleur sur la métropole? Tout d'abord, parce que ça contribue à la lutte contre le changement climatique. On va remplacer des chauffages au gaz par une énergie renouvelable, donc ça baisse les effets de serre de 80%. C'est une source locale. La géothermie, c'est sous nos pieds. La biomasse, elle vient pas loin. Sur la métropole, on demande un rayon d'approvisionnement de maximum 100 km pour le bois. Ça permet aussi en termes de maintenance et de sécurité des bâtiments d'avoir quelque chose de plus simple. On n'a plus de chaudière gaz en pied d'immeuble, on a juste un échangeur. C'est un système avec du métal, avec de l'eau qui se promène dedans, donc c'est tout à fait fiable. Et le dernier avantage qui est notable aussi, c'est un tarif qui est très stable. Parce que contrairement au gaz ou même à l'électricité dans les années qui viennent de passer, on peut avoir des envolées de prix du marché. Alors que quand on est sur de la ressource de type biomasse, incinération de déchets, géothermie, vous avez une garantie de stabilité du prix dans la durée. Alors, dans votre quartier, il n'y a pas de réseau de chaleur public. Par contre, je pense que vous connaissez la chaufferie biomasse de Charles Perrins et de Peltrin, qui est un bâtiment, vous voyez là en photo sur la gauche, qui est au niveau du rond-point quand vous êtes dans le creux là. Avec une petite vitre avec des petits arbres, enfin, elle est assez bien intégrée en plus du point de vue environnemental. Ça c'est le réseau qui alimente les hôpitaux avec le bois. Il faut savoir que peut-être un jour vous en aurez un, puisque le secteur de Saint-Augustin et Primrose a été identifié comme ayant un potentiel de développement pour le réseau de chaleur. Mais pour le moment, c'est concentré sur des grands réseaux, c'est-à-dire des réseaux qui sont situés dans des secteurs où il y a une forte densité de consommation de gaz ou des projets urbains qui, du coup, méritent qu'on vienne accompagner ce développement urbain par la création de réseaux, comme on a par exemple le rive droite sur Bastille ou le secteur de Brazza. Et juste sur la photo de droite, peut-être que si vous vous promenez, vous verrez un jour ces tuyaux, donc c'est les tuyaux calorifugés. Parce que si on faisait passer des tuyaux classiques dans la terre, il y aurait une partie de la chaleur qui partirait pour réchauffer les petites bêtes à côté. Donc on calorifuge ces tuyaux, et vous voyez autour des tuyaux de l'isolant jaune qui permet de bien maintenir les calories dans le tuyau.
maintenant, je vous parle de photovoltaïque. C'est une production d'énergie très intéressante pour réduire les émissions de CO2. Parce que l'énergie produite par les panneaux, elle est très, très peu carbonée. C'est des technologies qui sont maintenant simples, hein, ça s'est beaucoup démocratisé. C'est quelque chose qu'on peut faire même sur, vous le voyez, sur des maisons individuelles ou à des échelles plus grandes. Et il y a aussi un avantage notable sur la facture, puisque vous allez avoir un lissage de votre facture, donc ça sera plus dépendant des prix du marché. Sur le patrimoine de la ville de Bordeaux, il y a 54 sites qui ont été solarisés. Donc ça représente 6 gigawattheures produits par an. Donc ça c'est un chiffre qui sûrement ne vous parle pas, mais c'est l'équivalent de la consommation de 1350 foyers. La ville priorise les installations en autoconsommation, c'est-à-dire que les panneaux d'un bâtiment vont alimenter ce bâtiment quand ça correspond en termes de quantité. Et c'est surtout un réflexe qui a été pris par les équipes qui travaillent sur les bâtiments. À chaque fois qu'il y a un nouveau projet ou un projet de rénovation, à chaque fois on se pose la question, est-ce que je peux mettre des panneaux? Et quand on peut, on les met. Dans votre quartier, il y a 3 installations sur les bâtiments communaux. D'abord la mairie de quartier, ensuite le groupe scolaire Albert Thonois et quelque chose de tout nouveau aussi, ce sont les préaux pour les tennis de l'espace sportif Lescure. Je ne sais pas si vous avez vu, en plus c'est très esthétique. Donc avec une partie qui est en autoconsommation et une partie qui est distribuée dans les bâtiments autour. Voilà, donc c'est des exemples de réalisation concrète. Et je repasse la parole. Merci Claire. Et dernier point de notre présentation, c'est finalement l'accompagnement à la rénovation énergétique chez vous et pour vous, en vous présentant un dispositif qui est porté par Bordeaux Métropole et qui fait écho à un dispositif national dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, qui est la prime Rénov' au niveau État, où il y a un certain nombre d'atermoiements sur les évolutions de ce dispositif. Cependant, nous, au niveau local et au niveau métropolitain, il est maintenu et il vous permet finalement, c'est un dispositif qui est à votre service, c'est un dispositif d'aide financière et d'accompagnement et de conseil dans vos rénovations thermiques, dans vos bâtiments, chez vous, à votre domicile, de manière à avoir plusieurs objectifs. Comme on évoquait, finalement, c'est de réduire votre facture, c'est d'améliorer votre confort de vie et réduire votre impact carbone d'un point de vue environnemental et, in fine, valoriser votre logement d'un point de vue financier du fait de la rénovation que vous aurez pu faire. En quoi on vous accompagne? Finalement, il y a plusieurs cibles dans le cadre de ces rénovations. C'est dès lors que vous allez opérer ce que l'on appelle une rénovation globale, c'est-à-dire rénover complètement votre logement en termes d'isolation, de système de chauffage, voire d'intégrer un système de production énergétique, un système de VMC, etc., etc. Et on va vous accompagner financièrement dès lors que cette rénovation dite globale vous permettra de sauter minimum 2 catégories de classement énergétique, donc indiqué par exemple ici de EAC. Vous avez ce que l'on appelle aussi la rénovation par geste. Vous pouvez avoir un accompagnement qui vous est proposé financier dès lors que vous faites ce que l'on appelle un geste d'accompagnement à la rénovation. Ça peut être la pose d'une VMC, ça peut être le changement d'huisserie, ça peut être la pose d'isolant à l'intérieur de votre maison. L'aide aussi est disponible pour l'installation de panneaux photovoltaïques dès lors que vous êtes sur une autoconsommation, c'est-à-dire que vous ne revendez pas l'électricité que vous produisez sur votre toit, mais que vous l'utilisez à 100%. Ou un autre dispositif qui est lié à un système Arénov, qui est ce qu'on appelle le fonds air bois, dès lors que vous allez changer votre dispositif de chauffage au bois, donc bois, granulé, etc., où vous allez choisir des systèmes de chauffage qui vont être, on va dire, certifiés, notamment par l'ADEME, de manière à avoir quelque chose qui soit le plus performant possible d'un point de vue énergétique et qui émette le moins de gaz à effet de serre possible pour éviter l'épaulement dans l'air. Et enfin, le dernier aspect, mais sur lequel je ne m'étendrai pas parce que ce n'est pas nécessairement le public, c'est les copropriétés. Donc là, c'est à destination notamment des bailleurs et des syndics qui voudraient se lancer dans des grands projets de rénovation sur leurs immeubles, sur lesquels on les accompagne sur la phase de diagnostic et de rénovation, là aussi en termes de conseil et d'appui financier. Là, finalement, vous avez 3 exemples d'aides qui sont disponibles, c'est-à-dire que vous lancez dans un projet de rénovation, on va étudier votre dossier en fonction de votre situation financière, bien évidemment, avec un système d'aide qui est plus ou moins important en fonction de votre situation économique. Et derrière, vous allez pouvoir avoir des aides, qui soient les aides d'État, je vous l'ai évoqué, la prime Rénov',
LED Marénov Bordeaux Métropole, et finalement qui vous permet d'avoir un reste à charge qui est plus ou moins lourd en fonction de vos revenus. Et on voit par exemple pour les foyers à revenus modestes, on estime que finalement le reste à charge est autour de 20%. Finalement, reste à charge qui sera d'autant plus vite amorti qu'ils viendront finalement, derrière, il y aura des diminutions de consommation d'énergie, donc une baisse de la facture d'énergie. Donc, in fine, au travers de cet exemple-là, on peut voir que très vite, les gens vont s'y retrouver d'un point de vue financier à partir du moment où ils se lancent dans ces opérations de rénovation. Et pour conclure, ces 3 outils qui existent et qui ont été développés au niveau de Bordeaux Métropole, qui peuvent vous accompagner dans vos réflexions. Celui du milieu qui est la thermographie aérienne, donc qui permet d'avoir une vision, on va dire, des déperditions de chaleur au niveau des toitures des bâtiments, donc qui peut permettre de regarder à l'adresse près, vous regardez votre adresse, vous voyez la couleur que vous êtes, et vous verrez si vous êtes plus ou moins isolé, et qui peut vous donner des réflexions ou une incitation finalement à vous dire « Ah, finalement, je suis une passoire thermique, j'ai peut-être intérêt pour diminuer ma facture énergétique à y faire des travaux », ça peut être l'occasion, ça peut être un aiguillon par rapport à ça. Vous avez le cadastre solaire qui va repérer le potentiel de solarisation de votre toiture, c'est-à-dire selon l'exposition de votre toiture, son environnement, etc., la capacité de production potentielle de votre toiture et les règles d'urbanisme afférentes à votre secteur qui peuvent être plus ou moins incitatifs à la pose de ces panneaux en fonction si vous êtes en site protégé, patrimoine historique, etc., etc. Et enfin la dernière sur laquelle je serai plus rapide parce que finalement c'est une application qui est un peu plus technique et peut-être plus destinée aux professionnels, mais qui est l'application de géothermie, qui peut repérer le potentiel de géothermie sur votre terrain, parce qu'effectivement, on a évoqué des réseaux de chaleur urbains finalement collectifs, mais il est possible de se créer son propre réseau de chaleur à titre individuel. Donc là, vous voyez le potentiel de votre terrain en termes de géothermie, mais qui nécessite d'avoir un petit peu de surface en jardin, qui n'est pas nécessairement le cas pour tous les habitats, à partir du moment en zone densément peuplée et urbaine, comme dans votre quartier. Merci beaucoup. Pour la slide d'après, excusez-moi, je veux parler. Merci beaucoup. Donc, premier temps d'échange sur cette première présentation et merci beaucoup pour les éléments présentés. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une première salle de questions, comme ça, voilà, donc, deux présentateurs pourront répondre. Et donc, il y avait un monsieur ici qui avait une question, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur ce premier volet? Un monsieur là-bas, merci Cédric. Une autre question? Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je me pose une question, mais surtout je vous la pose à vous. Je vous avoue que je ne comprends pas du tout pourquoi les collectivités territoriales, la région, le département, la municipalité de Bordeaux, n'investissent pas dans la filière hydrogène. Alors, je parle de l'hydrogène vert, bien sûr. Je sais, l'objection majeure, c'est que c'est très consommateur d'énergie, mais nous avons la chance, ici, d'avoir le soleil, le vent, et donc de combiner la production d'énergie pour faire l'hydrolyse, pour pratiquer l'hydrolyse avec l'éolien et le photovoltaïque. On peut désaliniser la mer, on a trop d'eau sur nos côtes, comme le font les Marocains. Notre région, une région à côté de la nôtre, l'Occitanie, investit dans cette filière. Je ne comprends pas. Les Chinois sont en train de développer cette filière à tour de bras. Les Japonais également. Voilà, c'est vraiment une filière industrielle d'avenir. Très écolo, je ne comprends pas. Merci beaucoup pour votre question. On va en prendre deux autres si cela vous convient et on y répondra juste après. Madame, juste ici. Merci beaucoup. Madame. Bonsoir tout le monde. Ai-je bien compris, il y a eu des panneaux photovoltaïques sur ce bâtiment? Oui. Bon. La réglementation par rapport à l'église. Okay. Donc si on comprend bien, quelle est l'articulation entre photovoltaïque et réglementation au niveau des bâtiments de France. Très bien. Et est-ce qu'il y a une personne qui a une troisième question qu'on peut prendre avant de pouvoir y répondre? Ah, et monsieur Justin. Juste, est-ce que les véhicules municipaux électriques sont inclus dans votre bilan ou c'est simple ou non? Merci beaucoup. Je vous propose. On va dire esquisser des réponses pour la plupart des sujets sur la question de l'hydrogène.
faisait partie des sujets à l'ordre du jour du conseil d'administration de Bordeaux Métropole Énergie, qui est la société d'économie mixte sur laquelle Bordeaux Métropole est actionnaire majoritaire. On a deux actionnaires minoritaires qui sont Engie et la Banque des Territoires. Il y avait une filiale sur l'hydrogène qui avait été développée par Bordeaux Métropole Énergie qui est abandonnée aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de clients, c'est très cher, techniquement c'est très complexe. Et aujourd'hui, des entreprises comme Engie, donc quand même assez connues d'un point de vue national, vous disent eux-mêmes qu'ils ont abandonné toute la filière hydrogène et que notre autre actionnaire, qui est la Banque des Territoires, arrête tous les financements des projets hydrogène au niveau national. Donc aujourd'hui, la filière hydrogène, elle est plus subventionnée, elle est plus accompagnée par les fonds d'État. La plupart des grandes entreprises s'en retirent. Et la seule filière sur laquelle aujourd'hui il semblerait y avoir encore un potentiel d'avenir sur la question hydrogène, c'est la filière aéronautique, dans le cadre de ce qu'on appelle les ISAF, c'est-à-dire les carburants de synthèse pour l'aviation. Aujourd'hui, il y a encore une réflexion du développement de l'hydrogène, mais qui ne correspond pas du tout au petit hydrogène tel qu'il était évoqué précédemment pour alimenter les bus, etc. Il y a eu un projet au niveau de Bordeaux Métropole d'alimentation de bus avec une pile hydrogène qui ont été abandonnés. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de projet hydrogène en développement sur le territoire, et je vous dirais même qu'il n'y a quasiment plus de projet de développement hydrogène au niveau national. Aujourd'hui, le seul endroit où il y a une filière encore hydrogène en réflexion, c'est au niveau de la filière aéronautique. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point sur la question photovoltaïque et église, bon là, il faut vous référer au PLU. Là, j'aurais du mal à vous répondre d'un point de vue purement technique. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la plupart des dossiers de dépôt pour une demande de photovoltaïque sont acceptés, alors qu'autrefois, il y avait beaucoup de refus. Il y a eu un assouplissement assez fort finalement des règles, y compris de la part des bâtiments de France, au regard finalement de cette adaptation entre la ville doit être muséifiée ou doit-elle s'adapter aussi au changement climatique et aux évolutions des besoins énergétiques des populations. Donc c'est des choses qui ont été prises en compte. Donc il y a des règles, il va y avoir des règles en termes de visibilité, d'image en fonction du point de vue, de la perspective, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que je n'ai pas ce détail. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut vous référer effectivement au PLU, et l'outil que je vous ai évoqué tout à l'heure, qui est le cadastre solaire, est un bon outil, c'est-à-dire qu'en cliquant sur votre maison, par exemple, vous verrez à la fois le potentiel de solarisation et vous verrez les règles d'urbanisme afférentes à votre logement concernant la question du PV. Sur la question des véhicules électriques, effectivement, la plupart des véhicules électriques de la municipalité, comme ceux d'ailleurs de Bordeaux Métropole, c'est une flotte électrique. Après, effectivement, alimenté par le mix énergétique qui a été évoqué précédemment, savoir l'énergie renouvelable et majoritairement pour le coup pour la consommation, c'est l'énergie renouvelable. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent, qui ont une question? Madame, juste ici. Ah, on vous apporte un micro. Au niveau des aides possibles, est-ce qu'il est prévu par exemple des gens qui auraient des panneaux photovoltaïques de la première heure qui revendent à l'électricité de l'EDF, qui voudraient convertir leurs panneaux pour une autoproduction? Est-ce qu'il y a des aides possibles sur ce volet-là? Et la deuxième question aussi, qui est un peu en rapport, c'est au niveau, est-ce qu'on a prévu des entreprises référencées lorsqu'il y a des pannes sur, par exemple, sur les panneaux, voilà, et notamment les onduleurs. Est-ce qu'il y a, pour savoir s'il y a une logique au niveau de toute la filière, est-ce qu'on incite les gens à avoir des panneaux photovoltaïques, mais est-ce qu'on les accompagne aussi jusqu'au bout? C'est-à-dire que voilà, on a une panne, est-ce qu'on doit faire appel à... Donc c'est presque sur le SAV entreprise référencée. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Merci madame. Monsieur juste à côté. Merci. Alors moi je vais vous poser une question un peu plus qui se lie aux politiques plutôt, concernant le gaz. Vu les frappadingues qui mènent le monde actuellement, le prix du gaz s'envole tant qu'il peut. Est-ce que vous prévoyez ou est-ce que vous avez un œil attentif sur cette source d'énergie? Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question, si quelqu'un souhaite. Ah, monsieur Pan. Il n'y a
pas d'autres questions. Il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, c'est que nos chères voitures. Alors, nos voitures nous coûtent cher et finalement rapportent aussi de plus en plus à Bordeaux et Bordeaux Métropole. Mais, il y a un mais, vous nous incitez à acheter des voitures hybrides, des voitures électriques, mais il n'y a eu aucune politique d'installation de bornes de recharge. Je n'en vois pas. Il y en a 2 dans le quartier à côté de l'église Saint-Bruno. C'est presque un miracle, ma sœur. Merci beaucoup pour cette dernière question sur le rechargement des véhicules électriques. Je vous laisse. Je vais pouvoir répondre à 2 sur 3, je pense. Sur la question sur les panneaux photovoltaïques, effectivement, c'est une aide à la primo-installation. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez déjà eu des panneaux, effectivement, vous ne pourrez pas être aidé. Et sur la question du SAV, non, on n'oriente pas vers les entreprises parce qu'on est service public et donc on ne doit pas fausser ce qu'on appelle la libre concurrence. Donc finalement, nous, quand il y a des conseils et des accompagnements, on le fait avec des structures qui sont ce qu'on appelle des conseillers France Rénov', donc c'est des associations qui sont habilitées par l'État et qui accompagnent les particuliers sur leur stratégie de rénovation. Et ensuite, après, on ne peut qu'encourager à aller vers des entreprises certifiées RGE et ainsi de suite, donc qui ont des certifications de l'État qui sont certifiées par l'ADEME sur la qualité, on va dire, environnementale de leur action. Mais hormis ça, on ne fait aucune publicité, il n'y a aucune liste disponible parce que ce n'est pas permis dans le cadre du service public de faire de la publicité, de valoriser une entreprise plutôt qu'une autre. Sur le sujet du gaz, effectivement c'est un sujet, mais c'est pour ça que, c'est ce qui a été évoqué par ma collègue tout à l'heure, les réseaux de chaleur sont un moyen finalement de venir utiliser moins le gaz, de trouver d'autres ressources, notamment la géothermie, la biomasse, et ainsi de suite. Donc finalement, c'est s'autonomiser de la question du gaz. Et pour les endroits où on est encore à devoir utiliser le gaz, on essaie de développer l'usage du gaz vert et le déploiement du gaz vert sur le territoire, au travers notamment de la mise en place de méthaniseurs agricoles sur le territoire girondin, la méthanisation qui est aussi permise par la collecte des biodéchets que vous allez mettre dans votre bac de votre quartier, qui sont ensuite récupérés par l'entreprise Oumilo, qui a eu le marché public sur la métropole, et qui derrière a son usine de retraitement au niveau des îles, et ensuite la matière est ensuite récupérée dans les méthaniseurs agricoles girondins. Et donc là, cette filière, elle est aussi soutenue par la SEM Bordeaux Métropole Énergie au niveau de Bordeaux Métropole pour accompagner le développement de méthaniseurs sur le territoire girondin. Et aujourd'hui, le gaz vert au niveau de la ville de Bordeaux, c'est à peu près 20% de la consommation de gaz, donc avec une augmentation de la part de gaz vert dans la consommation, et en parallèle une stratégie de trouver d'autres sources que le gaz. Donc effectivement, il est évoqué notamment les réseaux de chaleur, l'énergie électrique renouvelable, et ainsi de suite. Sur la troisième question, je vous avoue que je n'ai pas la réponse sur la question sur les questions de développement des bornes, mais peut-être que M. Guillemin peut... Tout à fait. Les bornes de recharge dans le secteur derrière l'église Saint-Augustin, Pomerol, Pelouse de Douai, avenue d'Arès, j'en oublie très certainement une, pas très loin de la place Gaviniès, et le plan de développement des bornes de recharge est disponible sur bordeauxmétropole.fr/borne de développement de chargeurs électriques.fr. Alors, il y en a 2 derrière l'église Saint-Augustin, 3... Par rapport au nombre d'habitants, il y en a plus, s'il vous plaît. J'allais dire. Donc, par rapport au nombre d'habitants, je ne sais pas combien est-ce qu'on respecte, mais je vois où on vient la question. Il y en a pas assez, évidemment. Pour autant, le plan de développement des bornes de recharge est actif. Et on a même, suite à la demande des riverains, dans le secteur de la place Gaviniès, on a mis en place une borne de recharge il n'y a pas très longtemps que ça. C'était une demande des riverains, puisqu'il n'y avait pas de borne de recharge dans la maison. Pelouse de Douai, avenue d'Arès, Pomerol. Et donc il n'y en a pas assez, mais de toute façon il y en aura évidemment de plus en plus, et on est même en train de réfléchir. Là on est en volet très réflexion à ce que certains de nos lampadaires puissent devenir des bornes de recharge. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle qui n'ont pas été abordées, des sujets qui n'ont pas été abordés? On peut passer à la suite alors, et donc j'invite Madame Deville. Et merci beaucoup pour votre présentation et vos réponses. Merci beaucoup. Oui, je vais vous passer la table, j'utilise juste 30 secondes pour introduire donc effectivement le sujet qui va vous être présenté là, qui est du coup le sujet de la vie associative.
qui a été choisi par les habitants qui ont contribué à un questionnaire qui est envoyé un mois et demi avant le conseil de quartier, où il y a différentes thématiques qui sont proposées. Du coup, c'est la vie associative qui a été choisie. Donc effectivement, c'est Cynthia Deville qui est présente, qui est directrice vie associative enfance et jeunesse de la ville de Bordeaux, et qui du coup, en une quinzaine de minutes, va vous présenter du coup la politique municipale et puis une déclinaison aussi sur le quartier. Oui, c'est plutôt celle de droite. Une quinzaine de minutes, et puis ensuite, de la même manière que ça vient d'être fait, il y aura une trentaine de minutes de temps d'échange avec vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est à moi de manipuler les flèches que je maîtrise pas. C'est dans l'autre sens. Voilà, on va y arriver. Donc en introduction, je vous ai mis des chiffres clés pour que vous vous rendiez compte à la ville de Bordeaux, quand on parle de vie associative, tout le dynamisme de ce secteur-là. Alors, des chiffres pour lesquels il faut commenter, par exemple, je vous mets plus de 10 000 associations. Ce sont des données nationales, donc dans les 10 000 associations, bien sûr, vous avez des associations qui sont peut-être en sommeil, hein, ce sont des données de 10 000 assos qui ne sont pas forcément actives. Sur ces 10 000 assos qui existent à la ville de Bordeaux, on est partenaire d'à peu près 2500 associations. Donc on a 2500 associations qui se sont fait connaître auprès de nos différents services et qui bénéficient des services de toutes les délégations thématiques. Ça représente la vie associative sur Bordeaux, quand même 15 000 salariés. Le soutien de la ville de Bordeaux en termes de subventions aux associations, c'est un peu plus de 49 millions d'euros. Et grâce à ce dynamisme des environ 70 000 bénévoles actifs à la ville, de la création d'un peu plus de 500 associations par an, la ville de Bordeaux a été récompensée par le titre de Cité Vive par Hello Asso en 2024, qui donc récompense l'engagement de ses citoyens et citoyennes. Donc voilà un peu pour le panorama de la vie associative. Concernant les services que propose du coup le service de la vie associative de Bordeaux, on axe nos services autour d'objectifs qui sont le soutien à la structuration et au développement des associations, dans des principes d'action où on favorise les synergies et les coopérations entre associations, où on essaie de leur donner toutes les clés et tous les supports pour qu'elles puissent développer elles-mêmes leur capacité d'agir et leur autonomie. Et on essaie du mieux possible de valoriser leurs initiatives et leurs projets pour que ce dynamisme continue et que les associations puissent avoir des bénévoles pérennes et aussi des engagements durables dans les associations, durables ou ponctuels, mais en tout cas que cet engagement perdure dans nos associations bordelaises. Dans les ressources que nous mettons à disposition, nous avons donc, par exemple, comme cette salle, à peu près 80 salles municipales qui représentent à peu près 15, 16, 17 ERP. On en a des nouveaux dans la salle Eugénie et Boitel au Chartron cette année. On peut également mettre à disposition des salles d'activité le soir dans les écoles ou dans certains collèges, par convention avec les écoles et les collèges. Le service propose également régulièrement, toute l'année, un programme de formation et d'ateliers spécifiques pour les dirigeants et les bénévoles. Donc ça peut être des thématiques liées à la gouvernance, liées au bénévolat, liées aux recherches de financement. En fait, comme on mène aussi des questionnaires de satisfaction à chaque fois, c'est en fonction du besoin des associations. On pilote également, à la demande et selon les sujets sociétaux, des journées inter-assos autour de thématiques. Donc on a par exemple déjà organisé des journées inter-assos autour de la thématique de l'éco-responsabilité ou de la condition animale. En ce moment, ce sont des cycles sur l'éducation populaire. Dans les autres dispositifs ressources, avec ce principe d'action de co-construction de notre politique publique avec les associations, on a mené un travail de construction d'un kit mon asso éco-responsable, que vous pouvez trouver sur bordeaux.fr et qui est donc à destination des associations qui ont envie de faire mieux sur ce champ-là et qui ont des ressources dans ce kit, qui est sous la forme d'un guide, de livret. Bien sûr, des subventions de fonctionnement et de projet. Donc dans les 49 millions dont je vous parlais tout à l'heure, là c'est toutes délégations confondues. Pour le service de la vie associative, c'est un peu plus de 200 000 euros.
Et donc, par exemple, on est à l'initiative du prix des jeunes associations chaque année pour les associations de moins de 3 ans. Un appel à projet. On organise également des événements comme le Forum de la rentrée des assos que vous connaissez, qui est à Péberlan sur le premier week-end de septembre. Et également la semaine de l'engagement, qui ne va pas tarder, puisque c'est la première semaine du mois de décembre, autour de la journée mondiale du bénévolat, qui est toujours le 5 décembre. Comme je vous le disais, on essaie d'être accompagnant sur la capacité des associations à être autonomes, et donc on peut également accompagner des initiatives dans certains quartiers de collectifs d'associations qui ont envie de faire leur propre forum de quartier. Parce que c'est vrai qu'à Péberlan, en septembre, on accueille quand même 350 associations, mais sur les 2500 qu'on connaît ou les 10 000 qui existent, c'est jamais suffisant. Donc il y a des initiatives dans certains quartiers, d'associations de quartier qui ont envie de faire leur forum de quartier, et donc on va accompagner ces associations-là à organiser leur forum de quartier. Et on pilote également, en lien très transversal avec d'autres directions thématiques, l'accompagnement à l'hébergement pérenne des associations. Donc on a un guichet unique de gestion des demandes de locaux pérennes des associations. Et donc on étudie l'opportunité des associations de s'implanter dans un des 80 immeubles de la ville. Et on essaie de favoriser au maximum la mutualisation de ces locaux entre différentes associations. Ça crée également des synergies. Ça peut créer de beaux projets avec plusieurs associations au sein d'un immeuble. On a également, on développe de plus en plus des capacités de faire des démarches en ligne avec 2 sites qui sont interfacés. Donc vous avez accès à l'un comme à l'autre depuis l'un ou depuis l'autre. Donc le site association.bordeaux.fr dans lequel chaque association peut s'inscrire et peut donc communiquer sur son agenda, peut se faire connaître et donc être dans l'annuaire des associations de la ville de Bordeaux. Et donc si vous avez un futur bénévole ou un futur adhérent qui recherche une thématique précise à côté de son lieu de travail ou de son lieu d'habitation, si vous référencez votre association, le bénévole ou l'adhérent vous trouvera sur l'annuaire. On a également un espace bénévolat où les associations peuvent faire part des missions de bénévolat qu'ils recherchent ou les bénévoles de rechercher une mission qui leur correspondrait. Et un coin du partage où les associations peuvent, par exemple, partager un local privé, elles cherchent une autre association, partager, pourquoi pas, du mobilier qu'ils peuvent mettre à disposition de manière définitive. Donc, ça se retrouve dans le coin du partage. Et sur le nouveau site de lavillebordeaux.fr, qui développe au fur et à mesure, c'est en pleine évolution, des démarches en ligne, on a également des démarches en ligne pour les associations. Donc, je vous les ai recensées là. Grâce à mes démarches, vous pouvez réserver une des salles municipales dont on parlait tout à l'heure, demander un local permanent, demander une subvention, puisque là également, depuis 2 ans, on a maintenant ce qu'on appelle un extranet, c'est-à-dire que vous pouvez sur un logiciel faire votre demande de subvention et ne pas avoir à tout recommencer l'année d'après, puisque ça conserve vos données, ça conserve vos documents, et c'est plus simple l'année d'après si vous voulez refaire une subvention, une demande de subvention, pour accéder à vos données précédentes. Demandez également une boîte aux lettres ou un casier, puisque à l'Athénée municipal, mais également au Lab de Codéran, à côté de la mairie de Codéran, on met à disposition d'associations des boîtes aux lettres ou des casiers pour recevoir leur courrier plutôt que de le recevoir chez le président ou la présidente à leur domicile. Vous pouvez également avoir le formulaire pour organiser votre événement, puisque on voyait sur la première slide qu'il y a plus de 3000 événements qui sont organisés sur le domaine public de la ville de Bordeaux par an. Et ça passe par une demande. Et lié à cet événementiel, comment vous pouvez être autorisé à avoir un débit de boisson, à gérer également les poubelles autour de votre site événementiel ou de votre local, et s'inscrire à une des formations thématiques dont je vous parlais, qui sont gratuites pour les dirigeants et les bénévoles d'associations. Depuis fin août, alors l'Athénée municipal est toujours en place, mais on l'a donc intitulé maintenant Maison de la vie associative bordelaise,
plus de tous les services que les associations ont l'habitude de connaître à l'Athénée, c'est-à-dire souvent le lieu des formations, le lieu où le service de la vie associative est là, donc dès que les associations ont une question, le service de la vie asso physiquement est à la maison de la vie associative à l'Athénée. C'est également là que vous pouvez avoir un rendez-vous particulier avec un expert du monde associatif pour une question particulière que le service ne pourrait pas gérer. Bien sûr, à l'Athénée, il y a aussi des salles en réservation. Vous avez donc les quartiers, vous avez les boîtes aux lettres, et vous avez depuis le mois d'août ce qu'on appelle maintenant l'incubateur associatif. Donc, on a créé à Bordeaux le premier incubateur que pour les associations, dans lesquels nous avons 7 associations mentors qui étaient déjà nos partenaires et qui sont là pour être des associations ressources pour les autres. Donc chaque année, quand nous faisons notre prix des jeunes associations, parmi les associations lauréates, certaines pourront bénéficier de cet incubateur pour être accompagnées à leur structuration et au développement de leur projet au sein de la maison de la vie associative à la télé. Typiquement sur votre quartier, on a donc pareil, recensé 927 associations qui ont leur siège dans votre quartier. Avoir son siège dans son quartier, ça ne veut pas dire forcément faire une activité dans le quartier. Donc voilà, c'est des chiffres un peu comme les 10 000 associations de tout à l'heure qui sont à pondérer. Dans votre quartier, donc, il y a donc 7 bâtiments municipaux qui sont mis à disposition de manière pérenne et petit à petit, qu'on mutualise, qu'on partage, comme par exemple le 120 rue Héron qui abrite 4 associations différentes. Et au sein de votre quartier, il y a une occupation transitoire, puisque au service de la vie associative, on a aussi des collègues qui ont été recrutés pour essayer de travailler les occupations transitoires sur des locaux vacants. Donc c'est l'ancienne crèche de Saint-Augustin qui, le temps des futurs travaux, est occupée par une association. Alors, locaux de travail et pas locaux d'activité, puisque l'ERP n'est plus en bonne et due forme, mais qui œuvre toujours dans le champ de l'éveil culturel des tout-petits, puisque c'est l'objet de cette ancienne crèche. Focus sur les salles mises à disposition dans votre quartier. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas que les associations qui bénéficient des salles municipales, c'est tout organisme. Bien sûr, principalement, ce sont des associations, mais vous pouvez par exemple retrouver parfois des syndics de copropriété qui font leurs réunions. Et donc là, sur votre quartier, c'est 182 organismes différents qui ont bénéficié des 8 salles mises à disposition en 2024. Donc elles sont listées ici. C'est 7 salles, la salle municipale Saint-Augustin. C'est également Amédée-Larieux, Quintin-Boucheur et les écoles qui sont mises à disposition de manière régulière le soir. Ce sont les écoles, les salles polyvalentes des écoles élémentaires, Boucheur, Albert-Thomas et Alphonse Dupont. Sur les actualités de votre quartier, donc, pour certains, vous devez le savoir, on est en plein travaux de mise en accessibilité, comme c'est le cas sur beaucoup de nos bâtiments. Donc on a finalisé les travaux qu'on appelle les travaux ADAP de la maison de quartier du Tozin. On est en train d'attaquer sur la salle municipale Quintin-Boucheur, donc c'est pour ça que malheureusement elle est fermée jusqu'en avril, mais ce sont des travaux de mise aux normes qui sont obligatoires, réglementaires et nécessaires. Dans les actus, vous avez vu aussi il y a quelques mois l'ouverture du relais Tozin. Donc c'est l'extension des activités du centre social de la maison de quartier du Tozin. Et l'actu, vous l'avez en primeur, puisque vous êtes le premier conseil de quartier sur le thème de la vie associative. L'ouverture prochaine des salles municipales aux particuliers, c'est un sujet qu'on a travaillé depuis maintenant bien 1 à 2 ans, parce que c'était une demande qu'on avait à la ville de Bordeaux, des particuliers qui voulaient accéder aux salles municipales pour des fêtes, des cérémonies. Donc, dès que le formulaire est sur bordeaux.fr, et ça ne devrait pas tarder, on va pouvoir expérimenter l'ouverture à l'échelle de la ville de 4 salles différentes, avec des jauges différentes. Et sur votre quartier, Amédée-Larieux sera concerné. Et donc, ce sont des ouvertures qui se feront les samedis et les dimanches de 9h à 23h, en sachant que l'objectif n'est pas
de phagocyter les salles municipales par l'ouverture des salles aux particuliers. En fait, on a fait un travail de diagnostic. Il restait à peu près sur les samedis et dimanches, on va dire, un quart de disponibilité dans l'année, qui n'était pas utilisé par les autres organismes ou les associations. Donc c'est ce quota qu'on va préserver, 3 quarts pour les organismes et les associations, et un quart pour les particuliers. Voilà. Merci beaucoup. En plus, respect du timing parfait, 15 minutes. Merci beaucoup, c'était très clair et riche. Donc de la même manière que tout à l'heure, on vous propose un temps d'échange, effectivement. Voilà, si vous pouvez lever la main. Il y a madame ici. Je voulais savoir si, quand une association ou un organisme se présente pour faire des conférences, si vous vérifiez, si vous faites une recherche en amont sur l'association ou l'organisme en question, car à plusieurs reprises, moi je vois des affiches de la Nouvelle Acropole, qui est un mouvement à dérive sectaire, qui a obtenu à plusieurs reprises et qui continue peut-être d'obtenir des salles à l'Athénée municipale. En son temps, avant le changement à la tête de Bordeaux, j'avais averti et ça n'avait pas du tout été pris en compte. Il y a des affiches régulièrement. C'est une organisation mondiale dont on sait qu'elle est quand même dans le viseur. Et ça continue, on en voit régulièrement au stade Chaban, parce qu'évidemment, ils essaient d'attirer particulièrement les jeunes. Moi, j'ai fini par abandonner parce que j'avais alerté il y a quelques années. J'ai vu encore dernièrement qu'il y avait eu une conférence à l'Athénée municipale. Est-ce que vous mettez en place quand même des critères avant de donner des salles pour les conférences? Et est-ce que ces associations sont référencées chez vous? D'accord. Voilà. C'est quand même assez grave. On a bien, je pense, noté la question. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question, apporter une remarque? Ah oui, monsieur. Attendez, on vous apporte le micro, il est juste derrière vous. Merci beaucoup. Oui, je pose la question sur la mise à disponibilité des salles. Est-ce que c'est les salles systématiquement gratuites ou c'est payant? Parce qu'on a eu l'expérience avec le comité de quartier il y a 2 ou 3 ans, où vous avez envoyé une facture après l'auto pour la salle quinquette. Pour quelle salle quinquette? D'accord. Alors que c'était l'auto qualificatif et la oui, bien sûr, on entend la question dans la location. Gratuité ou payant en fonction des salles. Merci. Merci beaucoup, c'était très clair. Est-ce que du coup il y a d'autres questions, remarques, du coup peut-être des éléments de réponse? Après, n'hésitez pas, je vous redemanderai si vous avez des questions, vous aurez l'occasion de... Concernant la Nouvelle Acropole, c'est un sujet effectivement sensible, bien connu de nos services de la ville de Bordeaux, et malheureusement, ce sont des sujets sur lesquels nous ne... Alors je ne vais pas dire qu'on ne peut pas agir, parce qu'on connaît et on est en lien avec la MIVUD sur tous ces sujets-là. Malheureusement, le tribunal administratif peut condamner la ville de Bordeaux parce qu'on ne peut pas discriminer une association, sauf si c'est du trouble à l'ordre public. Alors, voilà, c'est malheureusement une interdiction pour nous de discriminer et de la mettre de côté. Alors oui, on connaît ces réseaux, oui, on est, et d'autres, très en lien, comme je vous disais, avec l'individu, donc on fait attention, mais malheureusement, nous ne pouvons pas interdire l'accès à nos salles municipales. Sur le deuxième sujet, alors, je pense qu'à 90% c'est gratuit, la mise à disposition. Par contre, il y a effectivement plusieurs catégories d'usagers. Je vais le faire schématiquement, mais les associations bordelaises d'intérêt général qui ne font pas une activité commerciale. Ensuite, les associations non bordelaises, les entreprises de l'ESS, puis les organismes publics ou entreprises. On a une tarification, donc c'est soit zéro, soit une tarification différenciée. Donc pour votre loto, si vous êtes une association bordelaise et que vous rentrez dans le champ des 3 lotos autorisés par an parce que vous savez que vous ne pouvez pas en faire trop, normalement il n'y aurait pas dû y avoir de facture, donc je suis
suis désolée si ça a été le cas, parce que ça n'est pas une démarche commerciale à l'auto, à moins que vous vendiez des stands 100 € la planche. Il n'y a pas du tout, parce que je crois que ça s'est arrangé par la suite, puisqu'on a la chance d'avoir la maison de quartier pour recevoir 100 personnes, alors que la première clientèle est en réparation, etc. Et là, on peut doubler les gens, par exemple, à la cinquième, faire un auto, moi, un peu dessous, moi, je suis haut, et quand vous voulez en avoir 200 personnes, que ça. Voilà. Il y a d'autres questions dans la salle. Il y a d'autres questions sur... C'est bon, c'est que c'était... Je me suis trompée de sens. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, j'invite peut-être M. Guimard à venir clôturer ce conseil du quartier. Merci beaucoup pour votre Merci beaucoup aux courageux qui ont tenu dans cette salle bien chauffée, vous l'aurez remarqué. J'espère que vous avez appris de belles choses sur notamment la politique énergétique associative de la ville de Bordeaux. J'espère qu'une façon générale, vous passez des bons moments sur le quartier. Je renouvelle ce que je vous dis en amont du conseil. J'ai fait le choix de ne pas faire volontairement de permanence. Ce qui veut dire que vous appelez quand vous le souhaitez. Mon job consiste à être disponible le plus pour vous. Et pour information, sachez que les premiers rendez-vous, je les prends à 7 heures. Pour les actifs, et il y en a qui le prennent pour les actifs, qui partent au taf, etc. Ils ont besoin des fois de voir leur maire de secteur. Et le samedi et le dimanche, c'est les moments avec les enfants, les courses, etc. Mon job consiste aussi à rendre disponible. De toute façon, une fois sur deux, je suis en mairie de quartier à cette heure-là. Donc vous pouvez, sentez-vous extrêmement à l'aise pour me solliciter. Après, c'est spécial actif, ne me faites pas le coup. Si vous avez vachement de temps en journée, je vais demander à créer un secteur. Je ne le ferai pas, dites-moi. Je vous vois, vous avez levé la main. Troisièmement. Donc je voudrais vous poser des questions. Oui, avec plaisir. Voilà. Pourquoi les rues de Saint-Augustin ne sont pas nettoyées? Ah oui. Pourquoi l'emprise de l'Est n'a pas été fauchée? Ouais, j'ai vu votre SMS tout à l'heure. Alors, c'est la responsabilité. On vous invite à poursuivre ces échanges au moment du pot. Alors, on a un petit délai encore de 5 minutes si ça vous convient. Je vous en prie, si vous voulez. Je peux leur répondre. Les rues de Saint-Augustin sont nettoyées. C'est juste qu'elles ne sont pas nettoyées. Non, je te vois venir tout de suite. Elles ne sont pas nettoyées à la hauteur de vos attentes. Ça, c'est une chose. Je peux l'entendre. Pour autant, venez tôt le matin. Vous avez le staff de nettoyage qui nettoie. Attention. On a eu des super épisodes de vent et on a eu des poubelles qui s'ouvrent. Et attention, il faut se demander d'où viennent les choses qu'on ramasse. Alors, on va gagner du temps. Non, on a déjà eu cette discussion. Je sais, on a déjà eu cette discussion. D'où viennent les choses qu'on ramasse dans la rue? C'est hyper simple. Alors, vous avez des personnes qui font le choix de jeter par terre plutôt que de jeter dans les poubelles. Je ne peux pas être partout, j'adorerais, mais je ne peux pas, puis c'est pas le cœur de la... J'ai pas terminé. Vous m'avez posé une question. Je veux bien y répondre, mais il faut me laisser y répondre. Ben oui, mais il ne faut pas raconter des histoires. Mais je ne raconte pas d'histoire, je donne ma réponse. C'est-à-dire, non. À quelle fréquence passent les services de nettoyage? Les services de nettoyage passent tous les mois. C'est sûr et certain. Certains. Non, c'est pas vrai. Si, bien sûr que si. Et je vais vous raconter une chose. Est-ce que vous savez d'où vient, c'est dommage qu'on ne le fasse plus, mais est-ce que vous savez d'où vient le fait qu'à une époque, on se stationnait du 1er au 15 d'un côté et du 16 au 30 de l'autre? Mais bien sûr, c'était fait pour ça. C'était fait pour qu'on puisse se déplacer d'un côté, que la balayeuse puisse passer. Alors c'est plus le cas. Mais c'était hyper pratique. Donc on passe en nettoyage là où ils peuvent. Leur objectif ne consiste pas à soulever les véhicules, enlever ce qu'il y a derrière, etc. Il faut être un tout petit peu raisonnable. Et puis ça reste franchement... Non, je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Le secteur, est-ce qu'il n'est pas assez propre pour vous? Donc tact, moi je trouve, franchement, je trouve acceptable. Oui. Donc ça fait plusieurs fois que je pose la question. Non, pas plusieurs fois. J'ai reçu ton SMS tout à l'heure. Je ne dis pas que ça fait plusieurs fois que tu poses la question. Vous avez vu la hauteur de l'air? Oui, j'ai vu la hauteur de l'air. J'ai reçu ton SMS parce que je pense qu'il y a à peu près 90% des personnes de cette salle qui ont mon numéro de téléphone. Sentez-vous à l'aise d'eux. J'ai vu, je vais regarder comment ça se fait que la Devèze n'ait pas été débroussaillée. Ça fait plaisir. Je vois une main qui se lève derrière. Tout à fait. Je ne sais pas si. Je vous passerai le mot.
dans le même ordre des Oui, j'avais compris. Donc, sur les poubelles, c'est-à-dire toutes nos rues, soit le mardi, soit le mercredi, parce que les deux quartiers du Tozène sont ramassés, les poubelles jaunes sont ramassées. C'est systématiquement, après ce ramassage, dépôt de petits papiers. Donc, pourrait-on pas changer, mettre des sacs jaunes dans nos poubelles ou changer la manière de ramasser les poubelles? Alors, franchement, c'est vraiment une excellente question. Vous avez remarqué que vous avez deux types de bacs. Vous avez le vert pour le tri et le noir pour le tout venant. Et on a l'habitude de mettre le tout venant dans des sachets noirs. On est d'accord? On est d'accord que les poubelles noires, on les remplit avec des poubelles. Et monsieur Pierre, vous pouvez demander un petit truc. On va juste écouter la question et la réponse que je formule ça parce qu'elle va vous servir. Ça répondu sur les moustiques. Ni sur la devesse. J'ai demandé à tous les moustiques du quartier de plus venir dans le secteur parce que. Je termine sur les questions de poubelles noires. Non, mais je ne me vote pas. Ne faites pas comme les secteurs en disant que non, la devesse, c'est le début de la végétalisation. Monsieur Kern, je ne peux pas être derrière tous les moustiques du secteur, c'est juste pas possible. Et on a des sujets de moustiques dans absolument toute l'Europe. Saint-Augustin n'y échappe pas. J'adorerais pouvoir faire en sorte qu'il y ait zéro flaque, zéro zone humide, que les moustiques se reproduisent pas. La municipalité pour les moustiques. Voilà, mais non. Est-ce que c'est possible de répondre à la question de monsieur et d'enchaîner sur la suite? Alors, concernant les poubelles, si on voulait faire en sorte, parce qu'effectivement, vous avez vu les rippers, donc les personnes qui ramassent les poubelles, ils prennent une poubelle, ils les mettent sur le petit truc, ça se rabat, il en reste toujours un petit peu, pourquoi? Parce qu'on les met en vrac. En fait, on les met en vrac dans les poubelles vertes. Rien ne vous empêche, alors vous savez comment je fais? Bon, c'est hyper simple. Moi, je fais mes courses avec des petits sacs en carton, qui sont des poches américaines, hein. Des trucs un peu comme ça, là, les 35 litres, la poche américaine. Je les mets dedans, je les ferme. Voilà. C'est le plus efficace. C'est le plus efficace. C'est de la poche en carton, ou bien on peut le mettre dans un petit sac en plastique transparent, ceux où il y a marqué déchets, etc. Moi, je trouve que c'est la meilleure des réponses. C'est-à-dire que la poubelle chez moi, je vais vous dire comment ça se passe à la maison. J'ai donc les deux poubelles, c'est un secret pour personne, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai les deux poubelles, mon petit sac noir et mon petit sac transparent que j'achète avec mes petits sous de mon argent, etc. Et je mets dedans le tri, et le tri pour moi est dans les poubelles. Donc si ma poubelle se renverse, ou si le ripper fait son travail de façon un peu rapide, moi j'ai pas de sujet. Et je pense que c'est la meilleure des solutions. Et je comprends parce que je les vois avec ripper, c'est vrai qu'on met ça, on a pris l'habitude de tri, de le mettre en vrac dans les poubelles vertes. Je pense que c'est pas la meilleure des habitudes. Mais la question est excellente parce que je le vois bien tous les matins. Dites-moi. Alors, on avait une question de madame juste ici. Et on terminera là-dessus ou pas? Au fond, après, moi je suis là. Oui, s'il vous plaît. De mon mieux, de mon mieux. Je sais pas répondre ça tout le monde. Moi, je change complètement de sujet. Ouais. Je sais pas si ça va. Bon. Oui. Moi, je suis du quartier du Tozin, Cruel à la Maine. On a un gros problème de stationnement. On est envahi par des gens qui posent leur voiture la journée, c'est très compliqué. Donc, ma question est, est-ce que le stationnement payant est d'actualité un jour ou l'autre, ou pas? Enfin, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour arriver à se garer près de chez nous? Merci. Rendons-nous à l'évidence qu'aujourd'hui, le sujet du stationnement payant n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Pour autant, soyons pragmatiques, je ne vois pas comment est-ce que nous y échapperons. Pessac va s'y mettre, s'il n'y est pas déjà mis d'ailleurs, Talence s'y est mis, Mérignac va s'y mettre même à court terme, là-dessus, à un moment ou à un autre. L'objectif du stationnement payant n'est pas d'emmerder les habitants. L'objectif est de réguler le stationnement. Mais bien sûr, moi je suis favorable à ça, mais je renouvelle, ça fera partie. Non mais je vais vous dire une chose, je suis passé au Place Famille il y a quelques jours. Les riverains, droit dans les yeux, me disent j'étais pas favorable aux payants, maintenant je le deviens. Je dis mais donc tact, moi je renouvelle ce que c'est qu'un élu. Un élu, c'est un citoyen qui a été élu, s'il vous plaît. Un élu, c'est un citoyen qui a été élu. Moi je fais dans les grandes lignes ce que vous me demandez, avec une politique générale qui consiste aussi à végétaliser, etc. Voilà, mais c'est mon job, hein. Moi je suis délégué de classe, pour faire simple. Hein. Je fais ce que me demande la classe. On a demandé à l'avis des citoyens il y a 4-5 ans, je dis pas de bêtises, à peu près, sur un sondage. Le sondage à 51,001% a dit non aux payants. Donc c'est dommage, il y avait 80 votes. Hein. Oui, attends, j'avais 6. Il y avait 80 votes, 90. Donc c'était rien du tout par rapport à 35 000 habitants sur le secteur. À peu près, que je ne dis pas de bêtises, 10 800 foyers, on va dire 10 000 pour faire simple.
1800 foyers, on est sur du 12, 13 000, 10 000, 11 000 véhicules. 80 personnes qui ont répondu sur 10 000 foyers. Il a été fait il y a 4-5 ans. Et je vous prêche un convaincu. Je sais, mais je sais tout ça parce que vous avez notamment le CHU qui a fait le choix, et je ne partage pas ce choix, qui a fait le choix de rendre payant, je crois que c'est Indigo, c'est ça? C'est Indigo. Ce qui veut dire que les soignants, vous voulez bosser, payer un abonnement. Vous voulez aller voir les personnes qui sont soignées, payer un abonnement. Vous voulez, je ne sais pas, livrer des choses, et bien à un moment ou un autre, qu'est-ce qu'ils font? Le secteur est gratuit. Et bien ils se gardent dans les rues. Vous êtes soignant, soignante, vous vous garez dans les rues. Attendez, juste parce que si vous parlez tous en même temps, il y a un petit fond sonore, parce qu'on entend super bien, cette acoustique est vachement bien faite, donc c'est déjà juste la pièce. Alors il y avait monsieur qui avait une question et madame juste après. Ouais. Francis. Ah non, il y avait d'abord madame, au dernier rang. Non, pardon, dites-moi, pardon. Je vous vois. Bon. Allez. Moi, je vais poser une question, ça serait plutôt pour pas la propreté, mais disons l'entretien des câbles dans les rues. L'entretien des câbles? Les câbles d'alimentation, que ça soit, parce que dans ma rue, je ne suis pas loin, on se croirait à Bombay. Si vous donc voulez, je peux le dire. Oui. Donc vous avez été à Bombay? Oui, j'ai été à Bombay. Et donc, j'ai des câbles qui traînent partout, qui flottent partout, que ce soit des vieux câbles de télévision par câble raquette, une boîte fibre qui a été démontée 3 fois par les livreurs ou les camionneurs, et 3 fois on est venu la remettre au même endroit. Donc on l'a mis au même endroit, quelques jours après elle est par terre. Ils reviennent, quelques jours après elle est par terre. Alors je vais vous répondre, est-ce que c'est une DSP, une délégation de service public? Orange. Je sais bien, donc on passe une grande quantité de notre année à solliciter les fournisseurs de réseau courant fort, courant faible, gaz, eau, assainissement, etc. On les relance sur Pensez à. Alors l'eau et l'assainissement, c'est facile, c'est en régime. Maintenant, le gaz, on ne peut pas, de toute façon c'est très sécuritaire là-dessus. Les LEC et le courant fort, courant faible, c'est plus sportif, et c'est vrai que notre DSP sur les courants faibles, à savoir la téléphonie, est artistique. Donc, voilà, donc on ne peut pas, je passe sous le contrôle de mon secrétaire général, on ne fait pas de mise en demeure en mairie de quartier. Mais le cœur y est, si vous voulez. J'adorerais qu'effectivement ils respectent davantage. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin là-dessus, je comprends. Maintenant, c'est leur matériel. J'ai pas spécialement, moi je délie des autorisations pour la mise en place d'armoires, etc. Je ne vais pas derrière le fait qu'ils entretiennent pas la temps. Monsieur Rosan, il veut dire quelque chose. Si je peux me permettre. Est-ce que tout le monde connaît Monsieur Rosan? Non, mais c'est pas grave. Par main levée, qui ne connaît pas Monsieur Rosan? Si je peux me permettre, vous avez une application qui est très bien faite qui s'appelle Orange Dommage Réseau. C'est très bien, monsieur. Où vous pouvez, c'est simplement à cocher si c'est un poteau, un câble qui pend, et Orange intervient dans les meilleurs délais. Et vous pouvez même y joindre des photos. Si vous avez Internet, bien évidemment. J'ai Internet, j'ai la fibre, j'ai tout comme vous voulez. Je me mets sur Orange, c'est le suite, je vais pour la question, je mets les photos dans notre service, c'est disponible. Alors, monsieur, venez à la mairie de quartier et je vous accompagnerai pour faire la démarche. Non, mais on peut, si vous le souhaitez, il y avait une madame. Oui, madame avait une question. Et après Francis. Eh ben, je sais bien. J'aime bien la réponse de Francis, oui, parce que ma question est importante. J'adore. Vas-y, allez-y. C'est une question sensible parce qu'elle touche tous les maires. Ce sont les commerces qui ferment avec des devantures qui sont fermées, avec des tas de choses très sales. Et je voulais savoir je sais que votre pouvoir est léger à ce niveau-là, mais il y a quand même des villes qui poussent un peu à ce qu'il y ait des commerces qui rouvrent en aidant d'une manière ou d'une autre, en allant voir les propriétaires de ces commerces. Je pense entre autres à l'ancien, là où il y a eu un coiffeur, l'avenue du Grand Morbihan, et c'est fermé depuis un temps fou, et c'est très sale, et c'est quand même sur l'avenue du Grand Morbihan, donc c'est une avenue assez jolie, donc c'est pas très, voilà, ne serait-ce que du côté esthétique. Et puis un peu plus loin en allant vers le boulevard, sur la petite place qui a toujours beaucoup de feuilles et qui est un peu dangereuse quand il pleut, vous avez aussi un arrêt de bus, et là derrière il y avait aussi un commerce manifestement. Donc c'est
C'est dommage pour nous de manquer de commerce, mais en plus de ça, on sent qu'il n'y a pas de... on ne cherche pas à en avoir d'autres. Alors, premièrement, vacances des commerces au niveau national, c'est du 13%. Sur Bordeaux, on est sur du 8%. Bon, ok. Deuxième chose, effectivement, vous avez raison, la mairie n'a pas de regard sur le fait que ici j'aimerais un boucher, là un charcuterie, etc. J'adorerais, ce serait tellement simple. Donc, systématiquement, je vous garantis, systématiquement, à chaque fois qu'il y a un local qui est vide, je vais voir le propriétaire, l'agence qui loue, etc. Je lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous faites, etc. 9 fois sur 10, j'ai des fins de recevoir, ça ne vous regarde pas, c'est pas vous. Je dis, mais est-ce que vous avez besoin de vous mettre en relation avec des futurs commerçants qui vont s'installer? Et je fais de la pub, je vous garantis. Je ne sais pas si. Alors, je fais un peu moins en ce moment sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas si vous suivez ce que je fais sur les réseaux sociaux concernant la mise en valeur de commerçants. Je vais les voir, je fais ce qu'ils font, un pâtissier, un chocolatier, etc. Je fais mon petit atelier, je poste et je le mets en avant. Et la troisième chose que je vais vous dire, c'est. J'ai pas entendu. Excusez-moi, je vais encore vous répondre. C'est les maires qui ont des actions par rapport à la ville, justement. J'ai pas terminé. Il y a des possibilités. J'ai pas terminé. C'est parce que j'ai pas terminé. Il y a une taxe qui existe sur la vacance des. Ah oui, je sais bien. Et qu'est-ce que vous voulez. Alors, voilà. C'est une des réponses. Donc, vacance de fonds commercial, il y a une taxe qui existe. Ça fait jamais plaisir parce que c'est une façon de. C'est un peu une façon de contraindre, si vous voulez. Alors, il doit très certainement y avoir d'autres choses. Et la quatrième chose que je voulais vous dire, on veut faire vivre nos commerces, et bien on va se servir chez nos commerces. Ah oui, voilà. C'est super chouette de vouloir des commerces partout. Ben, je vous invite à faire de notre mieux, toutes et tous, à aller le plus consommer chez nos commerces locaux, avec nos limites financières, nos niveaux temporels, limites spatiales, mais de notre mieux, faisons-le. En tout cas, je viens faire, je suis pas un... Oui, à monsieur le secrétaire général. Oui, juste pour vous dire aussi qu'on a... Micro. Il marche pas, ça y est, merci beaucoup. On a des échanges aussi avec nos collègues de Bordeaux Métropole du développement économique très réguliers, où justement, avec notre chargé de proximité, on identifie les commerces qui ferment, les potentiels locaux, pour les mettre aussi en relation, parce qu'eux, ils ont cette capacité de le faire, donc le Bordeaux Métropole est de ce service-là. Donc pour essayer d'identifier les locaux et de mettre en relation des futurs entrepreneurs ou des repreneurs pour densifier le tissu économique local. Et en essayant d'avoir une réflexion, et à l'écoute aussi des habitants et des acteurs. Je vais vous donner un exemple très concret, ça va peut-être vous parler lors du cycle de dialogue de Saint-Augustin, dont vous a parlé Tiffany tout à l'heure. Il est revenu très souvent pour ce territoire un manque d'une poissonnerie. Je prends cet exemple. Nos collègues du développement économique de Bordeaux Métropole l'ont bien entendu, et donc on travaille à faire venir, en tout cas essayer de faire venir une poissonnerie dans votre quartier, parce qu'on sait que c'est un besoin, comme sur Galignès on nous a dit, il manque aussi un boucher, une poissonnerie. Voilà, donc on est à l'écoute de ça, on est à l'écoute de vos besoins, et nous on fait le lien avec Bordeaux Métropole et le service du développement économique pour essayer autant qu'on peut, effectivement, de mettre en relation, de densifier et d'amener les commerces. Et il y a un article qui est paru dans le Monde aujourd'hui, justement, pour comment les maires dynamisent, etc. Je n'ai pas encore lu, pour tout vous dire. Pour autant, si vous avez envie de participer à cette forme de réflexion, je vous invite, vous venez me voir en mairie de quartier, je vous recevrai avec beaucoup de plaisir, et on discutera tout cela. Vous êtes peut-être, pas votre profil, vous êtes peut-être de bonnes sources et de bonnes idées, et bien je les partagerai avec vous avec beaucoup de plaisir. Je ne peux pas être sur les fonds, mais je serai ravi de pouvoir compléter les choses que nous avons déjà mises en place avec ce qu'on m'apporterait. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Ah, il y a Francis, pardon. Il y a des questions pour Francis. Dis-moi. Avec ton petit accent de Strasbourg. Moi, je suis habitant comme la dame, côté Saint-Augustin Sud, c'est-à-dire le côté Cogalini. Et effectivement, Talence, dans le stationnement réglementé. Voilà. Et moi, qui habite rue Thérèse-Camarus, j'ai souvent des voitures qui restent des jours. Mais on a une le long du trottoir. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas une. Dès que c'est ta voiture, j'envoie la police municipale. Voilà, mais non, mais moi, je ne suis pas pour le péage, puisque je peux rentrer ma voiture chez moi. Mais là, je viens ici, je serai obligé de payer. Donc, ce que je veux dire, c'est pas forcément. Je ne viendrai plus. Et ce sont surtout des gens qui arrivent, soit qui prennent le bus, aussi qui posent la voiture pour la journée, ou des gens des hôpitaux, mais ça fait un peu loin. Mais c'est surtout des. Oui, mais la gare, c'est pas encore.
Non mais on a compris le sujet, Francis. Non, mais le problème, c'est que t'as là, c'est qu'elle se garde chez vous. Je sais tout ça. Je sais tout ça et je peux te garantir qu'à moyen terme, le sujet du stationnement sur le secteur reviendra et j'espère construire avec tous les habitants la chose la plus intelligente qui convienne à votre âge et qui permette de faire quelque chose de cohérent sur le territoire de Bordeaux. Est-ce qu'on est arrivé à terme des questions? Je vous remercie encore beaucoup. Et je vous propose, si vous Il y a un voulez... petit point en moi, c'est ça? Exactement, si vous voulez poursuivre les échanges... Avec plaisir. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup.